Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Café Croissant. Moi, c'est Nelly et dans ce podcast, on parle de travailler différemment, d'écouter son cœur, de se jeter à l'eau sans savoir où ça va nous amener. On parle aussi d'être différent de la norme, d'être humain avec tous nos défis et nos défauts. Et pour ce premier épisode de la toute première saison, j'ai un super invité ici avec moi. Je vous le présente dans un instant. Mais avant de faire ça, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, partagez-le avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues si vous voulez. Et si vraiment vous aimez ce podcast, laissez un petit mot dans les reviews parce que ça aide énormément à faire grandir le podcast. Maintenant, notre invité du jour, Alexandre Pachulski. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alexandre, c'est le cofondateur de Talentsoft, une très belle success story française. Mais Alex, c'est aussi l'auteur de maintenant 3 livres. Unique, Startup Story et Génération IA. Et c'est un scénariste et producteur de films. Bonjour Alex. Salut Nelly. Comment ça va? Bah écoute, super, après cette introduction. Je peux Et que décevoir les gens là. Et je pense d'ailleurs, Alex, que j'oublie encore des choses. Mais bon, Alex, nous, on a pu travailler ensemble chez Talentsoft. Mais là, ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Donc, commençons peut-être un peu avec l'actualité en ce moment d'Alexandre Pachowski. Alors c'est une actualité assez différente de celle que tu pourrais connaître. Effectivement, quand Talentsoft a été vendu, moi j'ai switché vers un autre chemin, vraiment complètement différent. J'ai toujours adoré le cinéma et au premier jour où je me suis retrouvé libre de toute obligation, j'ai commencé à écrire un scénario. Et donc là, alors on se parle, j'ai terminé la bible d'une série avec laquelle je suis en discussion avec pas mal de producteurs, donc de télé. J'ai fait 2 scénarios de long métrage aussi, donc je cherche aussi des producteurs pour produire les films. Et à côté de ça, je suis rentré comme associé dans une boîte qui s'appelle Temple Pictures de Nicolas Barry, qui lui a déjà réalisé des films, produit pas mal de choses. Et là, effectivement, maintenant, je suis producteur associé sur 3 de ces projets, donc une vie complètement différente. Et une fois qu'on va raccrocher toi et moi, je vais enchaîner le call du lundi matin pour faire le point sur les projets. Donc voilà, j'ai repris une activité, mais qui a plus rien à voir avec celle qu'on avait pu vivre ensemble, quoi. Non, effectivement, j'allais dire, c'est complètement différent, en tout cas en termes de vie professionnelle, de ce que je connais de toi. Mais justement, je pense que là déjà, c'était une très belle entrée pour parler un peu de certains des sujets en fait de ce podcast, parce que bon, entre être cofondateur d'une boîte dans la tech, aller en fait vers le cinéma. Je pense que c'est pas forcément évident. Donc, quand on dit se jeter à l'eau, c'est quand même un peu ce que tu as fait là. On est d'accord? Oui, alors ce qui est important dans le fait de se jeter à l'eau, chacun le prendra différemment, mais moi, avant de me jeter à l'eau, au moment où c'est pas forcément évident et on se dit je vais pas savoir nager, personne n'attend de moi que je me jette à l'eau. Si j'ai un problème, il y a personne autour de moi. Toutes ces pensées qui arrivent. Moi, je crois vraiment qu'il y a toujours des signes avant-coureurs. Il y a toujours, on appelle ça comme on veut. Le louche parle du destin, d'autres peuvent parler du hasard. Moi, j'aime bien parler d'opportunité. Euh, Mm. je- j'ai pas réussi grand-chose dans ma vie, si ce n'est réussir à provoquer les opportunités. Or, tu le sais, tu as cité Génération IA, qui était un livre que j'ai fait en 2020. Un jour, dans la maison d'édition, il y a une stagiaire qui a suggéré que ce livre soit un livre de cinéma et pas un livre technique, puisque c'était quand même sur l'intelligence artificielle. Elle m'a dit, comme ça, tu te démarqueras davantage des autres. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, un livre de cinéma, c'est marrant. En fait, ce livre de cinéma a provoqué mon switch, puisque je me suis retrouvé jury du Festival de Gérardmer de l'édition 2021, puisqu'il y avait beaucoup de cinéma fantastique dans ce livre, et que Gérardmer, c'était anciennement Avoriaz, c'est un festival de films fantastiques. À ce jury, j'ai rencontré Bertrand Bonello, qui écrivait un film avec de l'intelligence artificielle dedans, qui m'a proposé de regarder son script. Puis après, j'ai retravaillé avec lui sur un autre projet. Entre-temps, il y avait Yann Arthus Bertrand qui m'avait appelé grâce à ce livre, parce qu'il avait entendu un podcast qu'il avait adoré, et il m'a demandé si je pouvais l'aider à terminer son film. Et en fait, en l'espace de 3 mois, je me retrouve avec des scénarios entre les mains, dans le jury d'un festival de cinéma. Et c'était le moment où Joël, Jean-Stéphane et moi, on était en pourparlers pour vendre Talentsoft. Donc en fait,
d'un côté, on peut considérer que je me suis jeté à l'eau sans raison, et de l'autre, moi, j'ai juste suivi des signaux, un bruissement, quelque chose qui me faisait dire, bah, Mm. puisque tu as toujours voulu faire du cinéma, moi, j'ai senti que c'était le moment. Donc voilà, je crois il peut y avoir cet appel-là. Alors, est-ce que je l'ai provoqué? Est-ce que j'ai voulu le voir qu'il y avait rien? Bon, factuellement, il y a quand même eu quelques trucs, quoi. Donc, ça suffisait pour moi, en tout cas. Ouais. Et bah, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui écoutent et justement ils hésitent peut-être à se jeter à l'eau, on va dire, même si peut-être il y a déjà un peu des signes comme que tu viens d'évoquer en fait. Et je peux imaginer aussi qu'en fait à partir du moment où on s'apprête à faire une chose comme ça, que bah il y a quand même une sorte de petit saboteur en nous parfois qui va nous Euh, dire en fait non tu pourrais pas, t'as jamais fait quelque chose comme ça, t'as zéro expérience. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire aux gens du coup Alex par rapport à ça? D'abord, il y a deux choses. Là, je raconte les choses comme si j'étais un individu extrêmement serein qui suivait les signes de la vie. Euh, j'ai juste oublié de dire que j'ai j'ai eu très peur, j'ai toujours très peur, au sens où c'est particulier, comme tu l'as dit, pour un entrepreneur. J'étais entrepreneur 20 ans, donc j'ai capitalisé sur 20 ans d'expérience. En plus, bon, talent, ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc de là, un individu normal se dirait, ah ben génial, je m'appuie sur ce capital, puis je vais encore faire autre chose, peut-être un peu plus haut, plus risqué, plus ceci, plus cela, mais dans le même champ. Et quand on décide d'aller complètement ailleurs, on prend le risque de décevoir, de perdre ses anciens amis, voire moi qui venais vraiment d'un environnement extrêmement modeste quand même, me dire merde, est-ce que je suis en train de saboter 20 ans de travail en recommençant à zéro quelque chose. Donc d'abord le saboteur il est là quoi. Il ne faudrait pas faire croire Ouais. que je suis plus courageux que je ne le suis vraiment. Euh, Ensuite effectivement euh, t'as un aspect si tu veux de peur, mais sur l'aspect risque, le truc c'est que quel est le risque aujourd'hui à essayer de faire quelque chose qui épanouisse vraiment? Parce que si j'avais pas fait le choix que j'ai fait aujourd'hui, probablement que euh, je l'aurais fait par peur. Je me serais dit bon, Mm. c'est pas ce que j'aurais aimé faire, recontinuer là-dessus. C'est pas mon rêve du moment, mais je vais tenter ça quoi, parce que c'est plus facile. Là, effectivement, je me suis fait plus peur, mais le truc c'est que je me sens tellement mieux aujourd'hui. Ce qu'il faut faire quand on a peur de se lancer comme ça, il faut peser un peu le pour et le contre. Il faut se demander si financièrement on est vraiment complètement dingue, si on va pouvoir manger. Moi, j'avais cette chance de me dire, même si ça marche pas, je pourrais manger. Donc, c'est quand même une grosse différence avec beaucoup de gens. Donc, ce privilège, quelque part aussi, je me suis dit, bah, puisque tu l'as, vis-le, parce que parfois, des gens ont moins de chance et ne peuvent pas saisir ça. Moi, j'ai pas pu le faire avant non plus, par exemple. Donc, aujourd'hui, j'ai Mm. pu faire ça, tenter cette chose. Et puis après, il y a un travail colossal. C'est-à-dire qu'il faut se donner les chances pour pas avoir l'impression d'être un imposteur, ce qui a Mm. été évidemment mon cas. Il est moins aujourd'hui. Pour pas être un imposteur, il faut. Moi, j'ai vu toutes les masterclass que je pouvais voir, tous les livres qui parlaient de l'écriture des scénarios. J'ai suivi quelques formations. Dès que j'avais l'opportunité de rencontrer quelqu'un dont je me disais peut-être ça servira à rien, mais peut-être j'aurai une minute de conversation qui me permettront de d'apprendre quelque chose, j'y allais, avec tout le risque de perdre un temps infini derrière. Et donc, ne pas avoir le sentiment qu'on n'a rien à faire là, c'est se dire mais finalement je vais travailler, 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 et me considérant pas plus idiot qu'un autre, je me dis bah si je travaille beaucoup, pas la peine de penser que je suis déjà vieux, c'est pas la peine de penser que je connais personne, ce qui était le cas, c'est pas la peine de penser à tout ce qui fait que ça marchera pas, faut Mm. plutôt penser à qu'est-ce que je peux mettre comme chance de mon côté pour que ça marche. Et en fait, une fois que tu fais ça et que tu as lu tous les podcasts, écouté tous les podcasts et tous les livres, et ben tu travailles et tous les matins tu te mets, dans mon cas, à écrire. Et puis tu te dis c'est nul. Et puis bah oui c'est nul, c'est normal parce que tu l'as jamais fait. Et puis Mm. bah au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, un an, peut-être c'est un peu moins nul. Et là quand tu commences à oser l'envoyer à des gens, parce qu'il faut partager, même si c'est nul, il y a des gens qui vont nous dire vraiment si c'est nul ou pas. Et si c'est nul comment? Et comment ça pourrait être Mm. un peu moins nul? Et voilà, moi j'ai suivi ce chemin et par chance, ça a été, je touche du bois parce que je suis très superstitieux, ça a été assez rapide, puisque assez rapidement j'ai eu contact avec des gens et ils m'ont dit que c'était pas si nul que ça. Donc
Voilà, donc j'ai retravaillé encore plus en me disant ah bah je peux y aller et puis voilà. Mm, mm, mm. Ouais. Et bon, tu avais déjà écrit d'ailleurs, je crois déjà au moins 2 livres parce que Startup Story, je sais pas si c'était un peu en même temps, mais du coup, est-ce que ça a pu t'aider aussi, Alex, l'expérience que tu avais quand même déjà un peu avec l'écriture quand tu as Ouais. fait ce changement? Ouais. Bizarrement, même la thèse que j'ai écrite en 2001 de 350 pages du truc le plus chiant que tu puisses imaginer, hein, évidemment, m'a aidé parce que l'écriture, c'est un muscle. Donc Mm. en fait, par exemple, là je ne parle que des gens qui ont envie d'écrire quelque chose, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire un roman. En fait, c'est vraiment un muscle. C'est toujours nul quand on démarre comme n'importe quelle activité. Mais en fait, quand on se met à écrire tous les jours, bah, on trouve, il n'y a pas d'autre mot qu'une musicalité. On trouve un rythme. Petit à petit, on trouve son rythme. Et moi, malgré tout, d'écrire ma thèse, a donné un rythme d'écriture. Après, j'ai écrit, alors en fait, j'ai écrit 5 bouquins parce que les 2 premiers, c'est vrai qu'on, tu les connais pas parce que j'en ai assez peu parlé. C'était des bouquins très, 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 très techniques pour les RH. Et donc, c'était, quand j'ai écrit Unique, mon troisième livre qui était grand public, j'ai pas forcément mis les livres très techniques en avant. Mais mine de rien, effectivement, j'avais quand même écrit 5 livres. Comme tu le sais, j'ai un blog et j'ai dû écrire 300 articles. Donc en fait, Mm. j'ai travaillé ce muscle. La différence, Mm. c'est que quand je me lançais dans le cinéma, ce n'est pas le muscle de la fiction que j'avais entraîné. Donc c'est quoi la différence avec la fiction? C'est que simplement, tu ouvres tes chakras le plus possible. Tu ouvres ton cadre au maximum, puisque dans la fiction, tu peux même raconter l'histoire d'un martien sur une galaxie dont tu n'as jamais entendu parler et créer un monde. Écoute Tolkien, Martin, voilà, donc créer des univers entiers. Donc d'un côté, ça fait très peur parce que tu as une forme de saut dans le vide et tu as vraiment le syndrome de la peur de la page blanche, quoi. Parce que là, c'est tellement vaste ton domaine que quelque part écrire sur les RH, de toute façon, les RH, c'est délimité. Donc même si, Ouais. quel que soit ton sujet, tu as un cadre limité. Donc ça fait très peur et en même temps, c'est exactement ce saut dans le vide et cette liberté qu'après 20 ans d'entrepreneuriat, une thèse de 350 pages, je voulais trouver justement. Donc Mm. moi, j'ai plutôt senti le l'infinie jouissance de d'être libre plutôt que la peur de me retrouver dans un univers trop vaste pour moi. Donc il faut écrire si on veut écrire, si c'est des gens qui veulent chanter, faire du sport. Alors voilà, typiquement les rêves. Si je veux être un basketteur de haut niveau aujourd'hui, vu ma taille et mon âge, c'est compliqué. Donc il y a des rêves qui sont un peu irréalistes. Et écrire un scénario à partir du moment où un clavier, des mains et une tête, et y aller quoi. Donc Mm. je pense qu'il faut pas non plus on fantasme trop les choses. Bah, tu m'as entendu le dire chez Talento pendant des années sur le travail et les métiers. Le métier, tu le connais vraiment quand tu l'occupes, mais en réalité, c'est pas différent pour un métier d'artiste où tu ne le connais que quand tu l'occupes et tu te rends compte que c'est quand même d'abord un métier d'artisan. Tous les matins, tu te lèves et tu essaies de tailler ta pierre comme tu peux. C'est pas plus que ça. Et à la fin, tu te dis, ah, c'est incroyable, c'est un film. Oui, mais en fait, c'est chaque jour 3 lignes de plus, quoi. Donc, c'est pas Mm. magie, en fait. Moi, je crois vraiment, encore une fois, plus ça va, plus je crois que c'est le travail, l'énergie que tu mettras, le temps que tu consacreras et surtout, quoi que tu fasses, essayer de garder une fraîcheur parce que cette fraîcheur permet de te régénérer, qui te permet de la transmettre aux autres. Donc, faut pas non plus crispé, concentré, pourvu que ça marche. Qu'est-ce qui va se passer si j'y arrive pas? Tu sais quoi, si j'y arrive pas, tu me ressortiras le podcast dans 2 ans en disant, ah, tu vois, le cinéma, c'est quand même pas facile. Je te dis, ah ouais, bon, j'ai tout mis, mais tant pis, je suis pas arrivé. Mais c'est pas grave. Oui, non, absolument, absolument. Et là, je pense aussi, Alex, autre chose qui est important, c'est que, ouais, comme tu dis, en fait, bah, si tu arrives pas, ben, et alors, si tu arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mort d'homme. Au moins, tu l'aurais tenté, en fait. Je pense que ça, c'est quand même un élément important aussi que si on a envie de tenter quelque chose et si on ose, après, si ça se passe pas complètement comme prévu, et je pense que en général, ça se passe pas tout de suite, Non. comme on l'avait prévu, il faut pas avoir peur en fait de faire des erreurs parce que ça c'est des moments d'apprentissage surtout, non? Oui, en fait, le problème, et je m'en rends compte puisqu'on me le dit, donc je vois bien que c'est quand même une préoccupation majeure de tout le monde. C'est là où moi, je dois avoir un pet au casque, hein, mais moi, j'aurais pas de problème à dire à mes amis. D'ailleurs, je le dis à mes amis. Je le dis, tu sais que les probabilités que tu vois mon scénario à l'écran, elles sont faibles. Il y a tellement de scénaristes aujourd'hui, si tu veux, qui ont fait des écoles, qui font ça depuis 15 ans. À la limite, pourquoi moi, dans 5 ans, tu verras un de mes films?
Les probabilités sont faibles. Mais ok, si j'y arrive pas, alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vais passer pour un con? Parce qu'en fait, on parle de ça. En fait, Mm. toute notre vie, on la parcourt en se disant, si je rate, ça va écorner mon image. En fait, si je rate ce que je tente là, alors je suis un raté. Et c'est ça le problème, c'est qu'à l'école, on devrait nous dire, non, si tu rates ce que tu as fait là, eh ben, ça fait quelqu'un qui qui poursuit ses rêves et qui a le courage de tenter ce qui peut vraiment l'épanouir. Le problème, c'est que nous, on n'ose pas prendre le risque de ce qui nous permettrait vraiment d'être heureux en se disant, et si j'y arrivais pas? Donc, tu sais, il y a cette fameuse, euh, un peu cette posture souvent dans les team building et autres, tu dis aux gens, dès la lampe d'Aladin, je vais pouvoir exaucer tous vos souhaits. Donc, si je vous disais que votre plus beau souhait, le souhait le plus fou, je peux l'exaucer, qu'est-ce que vous me diriez? Et là, tu te rends compte que les gens te livrent des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'ils t'ont dit 10 minutes avant quand tu leur as demandé. Et en fait, qu'est-ce que tu aimerais faire demain? Parce que les gens d'emblée se disent bon bah ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Non bah ça si je rate, je passe pour un con. Donc et ils te disent le truc qu'ils pensent pouvoir réussir. Mais on peut pas être vraiment heureux comme ça. Donc en fait, moi je préfère dire à tout le monde, bah, c'est ça, ce que je t'ai dit d'ailleurs en introduction. Je crois que c'est ça qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Mon but dans la vie, bah, c'est d'être encore un peu plus heureux que ce que je ne suis aujourd'hui. Donc assez logiquement, bah, il n'y a pas de courage particulier à dire, bah, je vais tenter d'être un peu plus heureux. Et Mm. si ça apprend que vraiment je me vautre et que je rate lamentablement et que tout ce que j'écris est nul, et ben ok, bah c'était nul. Bah maintenant je sais que peut-être c'est pas comme ça, donc je vais essayer d'exprimer ce qui comptait pour moi différemment, mais ça me dérange pas. Alors après tu me diras si les gens écoutent et il faut être aussi honnête. Les gens me diront oui, mais tu as déjà par exemple réussi une entreprise avant, donc on te pardonnera. Si t'as pas déjà réussi quelque chose, peut-être que c'est encore plus dur de tenter autre chose où tu pourrais encore échouer, mais voilà, hein, Instagram est rempli de phrases qui te diront qu'Edison a dit qu'il n'a pas échoué 1000 fois, il a fait 1000 expériences qui lui ont permis d'apprendre et ainsi de suite. On connaît tout ça. La vérité, c'est que la société valorise ceux qui ont réussi et ne parle jamais de ceux qui ratent, alors que ceux qui ratent, c'est ceux qui tentent. Et c'est Ouais, pour ça que j'avais exactement. appelé mon livre unique. J'aurais pu l'appeler différent. Mais différent, quand on te dit que t'es différent à l'école, c'est pas une super nouvelle. Quand plus tard on te dit que t'es unique, euh, tu te dis ah c'est génial, je suis unique. Bah c'est un peu pareil. Si t'as raté, d'emblée tu sens que l'énergie c'est pas top. Si tu dis ouais tu tentes plein de choses toi, hein, ah bah tout de suite tu dis ouais je tente plein de choses. Tiens je suis un mec courageux quoi. Donc voilà, je pense que c'est le logiciel éducatif, sociétal qu'il faut revoir. Il faut valoriser les gens qui tentent des choses, même si ça nous paraît absurde, parce on connaît jamais vraiment les gens. Et quand on voit quelque chose Non. on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui nous étonne, tu te dis, ah, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? On devrait dire, ouais, mais je t'aurais jamais vu faire ça. Raconte-moi. En fait, c'est une forme d'éducation positive. Et tu vois, même à l'instant, je te dis ça, Lily, vu que je suis un Français de 48 ans, avec toute l'éducation que tu imagines derrière ça, et je me dis, oh, ça paraît vraiment niais ce que je raconte, ça fait un peu bisounours, tu vois, un Harry Potter foiré, tu vois. Mais en fait, oui, parce que même dans l'éducation que j'ai eue, tu te dis, ah, c'est un peu niais de dire ça. Sauf qu'il y a 5 jours, j'ai assisté à un tournage avec Claude Lelouch, où on interviewait, et le gars disait, en fait, un truc qui paraît aussi niais, sauf que c'est une vérité absolue. Il dit, bah, en fait, les gens qui osent vont réussir plus de choses que les gens qui n'osent pas. Bon, posé comme ça, se dit, ouais, ok. Maintenant, ça paraît peut-être idiot, mais applique-le. Bah, je pense que ça change la vie de tout le monde. Et deuxième chose qui est incroyable, donc on lui pose une question qui gratte. Il dit non, alors je vous arrête tout de suite, moi. Vous ne me faites pas parler de trucs négatifs. Moi, je me concentre sur ce qui marche. Je me concentre sur le positif. Et en fait, en me concentrant sur le positif, bah, j'avance, je crée des choses parce que ça m'alimente. Donc voilà, si tu veux le rapport à l'échec, regardons les buts, les objectifs, regardons ceux qui réussissent, et ne complexons pas en regardant juste le cap en disant tiens génial c'est par là et puis bah on n'y arrive pas c'est la découverte quoi. Après encore une fois je redis ça, tout ça est pris à la lueur d'une situation qui est la mienne aujourd'hui qui me permet d'échouer parce que faire le malin à ton podcast devant une mère de famille ou un père de famille qui a 2 enfants, un crédit, et c'est pas du tout Zola, hein, c'est
plutôt tout le monde, hein, qui a des enfants, un crédit, une maison à payer. Bon, bah, le rapport au risque, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je l'ai dit au démarrage. J'ai cette chance Mm. aujourd'hui. Si j'échoue, je peux manger et je peux me loger. Donc, je le redis quand même, c'est-à-dire que je ne peux pas faire le malin en ignorant ces aspects financiers. Donc, en général, quand on est en couple, par exemple, et content de quelque chose, il y a une décision de couple où l'un a une situation stable, donc c'est un peu le pilier du couple, et l'autre va se mettre en risque en se disant si j'échoue, on a toujours ce pilier financier qui nous permettra de nous loger, de manger. Donc, je pense aussi, c'est pas une injonction à faire n'importe quoi, à ce que les gens se retrouvent SDF. Hein. Donc, il faut bien mesurer ce que je dis aussi. Je ne vis pas dans une autre sphère. Je sais tout ça. Hein. Mais quand je me suis lancé comme entrepreneur à 27 ans, j'avais pas un rond. Donc, je me permets quand même de le dire parce que je l'ai fait sans aucune forme de matelas financier. Et d'ailleurs, j'ai fait 3 boîtes. Il y en a une qui s'est plantée lamentablement. Hein. Donc, et ça m'a pas aidé financièrement à ce moment-là. Non, non, j'imagine. Et justement, là, j'aimerais bien peut-être faire le lien un peu avec le monde du travail, quelque chose qui, bah, c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur à nous deux, je pense. Hein, quand on parle du monde du travail et aussi travailler différemment et aider peut-être justement petit à petit aller vers un tout petit peu plus de bonheur au travail, en fait. Là, je pense qu'il y a quand même des petites choses que tout le monde peut faire en fait, ou peut essayer de faire au moins. Est-ce que toi, c'est quoi en fait tes pensées par rapport à ça en ce moment? Écoute, bon, d'abord, je pense qu'on a presque factuellement quelque chose qui s'est vraiment cassé au niveau du travail. Alors, ça tombe bien parce que c'est ce que toi et moi, on a toujours pitché durant toute la décennie passée sur cette notion d'épanouissement au travail. Donc, moi, je parlais assez peu de bonheur parce que je pense que le bonheur est plus intime, plus personnel. Par contre, l'épanouissement, il est vraiment complètement lié et influencé par le travail, la société dans laquelle tu te trouves, le manager qui est le tien. Et en fait, quelque chose a changé avec le Covid. Bon, on s'est dit finalement la notion de carrière, la planification à 20 ans, tout ce que je suis prêt à endurer, à encaisser en me disant demain ce sera formidable, vu que demain a été remis en cause, on a eu peur que demain ne soit plus jamais comme hier, plus jamais comme on pensait. On s'est dit ok, donc la planification à 20 ans ça marche pas. Donc on a un peu revu le Seize the Dead Mr. Keating dans le cercle des poètes disparus, comment profiter de l'instant présent. Donc déjà sur le rapport au travail, ça a changé quelque chose, c'est que on est moins prêt à encaisser pendant 20 ans en se disant demain ce sera génial. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut déjà que ce soit un minimum satisfaisant. Là c'est une chose déjà extrêmement différente. Et nous on s'est battu pour que les gens essayent de vivre quelque chose de plus satisfaisant. Mais là, finalement, maintenant, c'est presque une injonction sociétale, de toute façon. Encore une fois, celles et ceux qui ont la chance d'un choix. Certains n'ont pas ce choix-là. Et pour eux, et j'en suis désolé, c'est plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, justement, pour revenir à ta question. Je pense que déjà, ce qu'on se doit, c'est de mieux se connaître. Puis en fait, c'est pas la peine de s'exciter dehors avec un travail plus satisfaisant, d'aller déménager, d'aller changer de boîte, changer de manager, changer de poste. Pourquoi faire en fait? Qu'est-ce qui ne nous satisfait pas sur le job d'aujourd'hui? Il y a un devoir de compréhension de ce qui nous frustre, de ce qui ne va pas, des comportements qu'on mobilise au quotidien avec lesquels on n'est pas à l'aise ou plus à l'aise. Parce qu'on a le droit de changer aussi. On a pu être à l'aise à un moment donné et on l'est plus aujourd'hui. Ça, ce devoir-là, finalement, peu de gens le font. Les gens se disent non mais moi ça va pas, je vais faire autre chose. Ok mais quoi? Donc il faut se poser déjà la question qu'est-ce qui ne me va pas sur le job actuel? Et l'autre question beaucoup plus importante pour revenir à Claude Lelouch, c'est ce qui marche et qu'est-ce qui m'irait mieux? Qu'est-ce qui m'épanouit? Et il faut prendre des petites choses. Si je prends la semaine dernière, cette journée, le mois dernier ou l'année, chacun prend la granularité qu'il veut. Quels sont les meilleurs souvenirs de l'année? Quand est-ce que je me suis senti le mieux? C'était en faisant quoi? C'était en voyant qui? Et ça, c'est tout bête parce que te dire, Nili, comment tu serais plus heureuse dans la vie? Mais j'en sais rien, c'est trop gros comme question, je peux pas te répondre. Mais depuis le début d'année, c'est quoi ton meilleur souvenir? Bah, ça,
voilà, là, à moins que tu sois Alzheimer, tu vas pouvoir réfléchir et tu vas pouvoir me répondre. Et puis je vais te dire, ok, bah si tu penses maintenant les 3 dernières années. Et puis c'est une enquête en fait. On se doit une enquête vis-à-vis de nous-mêmes. Et on va se rendre compte que finalement, c'est dingue, les meilleurs moments, bah, c'est les moments où, si je reviens à moi, où je me suis retrouvé à cette table là, sur laquelle je suis appuyé mal. D'ailleurs, je suis désolé pour les gens qui nous regardent, à Bastille. Et je me suis retrouvé à écrire des choses quand j'étais tout seul, à réfléchir. Et après, j'allais rejoindre tout le monde et je partageais. C'est ça qui me rendait le plus heureux, moi. Donc à un moment donné, c'est pas idiot de se dire, bah, pourquoi je ne ferais pas un peu plus. Et là, c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à se dire, bon, ok. Et ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que est-ce que je peux le faire dans ce métier? Oui, non. Si oui, avec ce manager dans cette entreprise, est-ce que déjà je peux dire, tiens, ça me plairait. Mais tu te rends compte déjà, là, j'ai pris 5 minutes pour dire un truc que certains ne diront jamais dans leur vie au travail. Mm. Ça, j'aimerais. D'abord parce que c'est pas si simple de le savoir. Et ensuite, est-ce qu'on va m'écouter? Alors là, c'est l'autre problème. C'est là où on commence à parler du monde extérieur. Et si on se rend compte que dans ce que l'on aimerait faire qui nous rendrait plus heureux au travail, plus épanoui, le manager ou la manager, c'est quelqu'un qui n'écoutera pas. Le job, c'est quelque chose qui ne le permettra pas. Si toi, tu m'avais dit, mais moi, ce qui me rend plus heureux, c'est faire quand même plus de guitare. Il est probable que je t'aurais dit chez Talentsoft, tu sais, faire plus de guitare sur tes heures de travail, ça va être compliqué. Mais si tu m'avais dit, moi, j'adorerais tenir un podcast, étant donné que tu étais au marketing, je t'aurais probablement dit, comme ça a été le cas d'ailleurs, ah bah tiens, même si c'est pas moi qui te l'ai dit, c'est tes managers de l'époque, ah bah oui, tiens, ça c'est une bonne idée, ça peut peut-être aider l'entreprise. Et un jour, on se retrouve un matin à enregistrer ton podcast, t'es plus chez Talentsoft, moi non plus, mais ça y est, tu fais ça. Donc finalement, l'expression déjà de ce qui nous épanouirait davantage, c'est la clé. Et ensuite, une évaluation presque clinique de, bon, est-ce que ce sera possible où je me trouve ou pas? Si ça n'est pas possible, où est-ce que ce serait possible? Et ce où, comment je peux l'atteindre? Et on revient un peu au démarrage de notre discussion. Donc finalement, quand je le dis comme ça paraît un peu, encore une fois, bête, mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus compliqué que ça, en fait. La difficulté, c'est que quand je vois ce où et que j'évalue, on revient sur, ah bah oui, bah en fait, si c'est effectivement faire de la guitare et que je suis contrôleur de gestion, il va y avoir un chemin qui est tout sauf immédiat. Est-ce que je suis prêt à construire ce chemin bizarre ou pas? Et voilà, et retour à ta première question. Ouais. Ce que j'aime bien, Alex, dans ce que tu dis là, c'est que là, en fait, on commence par faire ce qu'on peut faire nous, plutôt que de pointer le doigt, parce que, soyons honnêtes, c'est toujours facile, en fait, de pointer le doigt, surtout quand on parle du travail. Hein, on peut dire, ah non, mais en fait, mon travail, j'aime pas parce que mon manager, parce que mes collègues, parce que ce que je dois faire, j'aime pas du tout. C'est très facile de faire ça, en fait. Mais je pense qu'on oublie souvent de se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui m'a plu au cours des dernières semaines ou au cours des derniers mois? Dans quel genre de situation j'ai l'impression de vraiment m'épanouir le plus, ou quel genre de tâches j'aime vraiment pas faire ça? Et là, j'en suis consciente, hein, un travail ne peut jamais être 100% du temps génial, ça n'existait pas, en tout cas je pense que ça n'existait pas, mais déjà ce travail, et là on revient aussi un tout petit peu vraiment à notre éducation, en tout cas dans des pays comme, moi je viens de la Hollande, mais aussi en France, on nous a rarement posé la question, en fait, mais en fait, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui te rend content? Tu t'épanouis encore? En fait, on nous pose pas des questions, et on en a parlé d'ailleurs. Je me rappelle à l'époque, Alex aussi, que dans des pays scandinaves, on fait déjà beaucoup plus ça. Donc, on a perdu l'habitude, même quand on demande, mais qu'est-ce que tu aimerais bien faire quand tu étais enfant? Bah, les gens, parfois, ils ont oublié, en fait, ils ont complètement oublié. Donc oui, je comprends ce que tu dis, que oui, ça peut paraître trop facile, ou peut-être limite un peu bête, en fait, de se dire, ouais, ben, en fait, faites ça, mais ça commence vraiment par là, effectivement, parce que ça va te donner les informations, et tu vas voir, en fait, ah oui, en fait, ah, ok, ça va vraiment t'ouvrir les yeux, pardon, sur ta situation, sur la direction dans laquelle tu aimerais peut-être aller, et aussi peut-être sur des manières comment on peut en fait améliorer les choses au quotidien, parce que déjà ça sera pas mal, je pense. Pardon, je crois que Non, j'étais coupée. non, pas du tout. T'as très, très bien reformulé
ma pensée, c'est oui, je crois beaucoup moi à la force du quotidien, à ces petites choses et il faut et pour se déculpabiliser si quelqu'un de 35 ans, 45 ans nous écoute en disant mais merde, c'est vrai, je sais pas. Il faut juste se rappeler que l'école aujourd'hui, depuis je pense la Deuxième Guerre mondiale, elle nous a formés nous citoyens nous a préparés à occuper un Ouais, pour métier moi, pour être productif. voilà, pour être des bons Et employés en fait. des productifs, voilà, produire Ouais. de la valeur, des euros en Europe. Les Montessori, Freinet, Steiner du début du XXe, qui sont voilà directement connectés à l'éducation finlandaise, danoise. C'est plutôt comment faire des gens de bons citoyens. Et avec cette idée derrière, particulièrement en Finlande, euh, trouver la manière d'être heureux. Et tu te dis, comment je trouve le moyen de produire de la valeur dans la société? Comment je trouve le moyen d'être heureux? Bah, tu comprends que quand tu prends ces deux objectifs-là, c'est un peu les finalités de l'éducation. Évidemment qu'à un moment donné, la question de savoir comment je me sens mieux, on n'a aucune idée, c'est normal. On saurait. On nous a pas appris. Donc il faut nous réapprendre à nous connaître, à être, savoir ce qui nous rend heureux. Et encore une fois, il faut faire attention. C'est pour ça que dans mon livre unique, j'avais mis un S entre parenthèses qui était fondamental. Et que c'est pas une injonction non plus à l'individualisme. Parce que je trouve que c'est un petit peu l'écueil d'aujourd'hui. Et comme c'est Mm. toujours c'est un curseur, je vois très positivement dans le monde du travail que les gens veuillent davantage être heureux et plus épanouis au travail. Donc je trouve ça génial, moi. Le problème, c'est que si tu mets le curseur un peu trop loin, il y a un côté et les autres, je les emmerde. Voilà, cette partie-là me va moins. J'avais mis un S à Oui. unique parce que une fois que tu t'es trouvé toi, l'idée, c'était l'idée encore une fois des Montessori, c'est Freinet. Hein. Euh, bah après, comment tu vas contribuer à la société, être un bon citoyen. Oui. Et ça, il faut pas l'oublier dans l'injonction à se connaître, parce que ça peut faire une belle génération d'égoïstes et d'individualistes. Moi, je ne prône pas ça. Je pense qu'au travail, et dans le sport, on le voit tous les jours, en art, on le voit tous les jours. Il n'y a que le collectif qui permet la réussite. On réussit Mm. jamais. On peut réussir peut-être plus rapidement si on pense qu'à sa gueule sur un trimestre, un semestre. Mais d'abord, on fait pas réussir l'entreprise, on fait pas réussir un film, et on réussit moins longtemps. Les gens qui ne pensent qu'à eux, je pense qu'ils font pas des carrières incroyables. À un moment donné, il doit y avoir une générosité dans tous les domaines, privé, public, intime. Et donc, moi, j'ai le sentiment que quand on parle de la crise du développement durable, quand on parle de tout ça, faut en revenir à l'éducation. Si on prenait conscience assez jeune de comment on se sent bien, et que tout aussi jeune, on se pose la question, et est-ce que cette manière de me sentir bien, elle sera négative pour les gens, ou positive? Si elle est négative, peut-être que c'est pas le bon chemin, peut-être comment je peux l'adapter pour que ce soit positif. Et bah, une fois que tu raisonnes comme ça, est-ce que tu vois quelqu'un jeter un papier dans la rue ou consommer du plastique n'importe comment en sachant que ça va polluer la mer et tuer des animaux? Bah, en fait, non. Parce que ton raisonnement, dès le début, c'est est-ce que mon comportement, il est nuisible à autrui? Je pense que voilà, ça revient beaucoup à l'éducation et je crois que c'est ce qui explique le succès des écoles alternatives actuellement. Voilà, il y a un courant comme ça et ce courant-là, au travail, voilà, remettre le curseur entre ne plus se faire maltraiter au travail parce que ce n'est pas le rôle du travail que de maltraiter ou d'asservir les gens et en même temps, comme tu l'as dit très intelligemment, comment accepter les contraintes parce que dès qu'on vit en groupe, même en couple, qui est la plus petite unité de groupe possible, il y a des contraintes, voilà. Donc il faut accepter ça et ça aussi, je pense que ça va peut-être être le travail des années 2020 aussi. Oui. Mais il y a quand même quelque chose d'important là, je pense, Alex, que j'aimerais ajouter à ça. Et ça, c'est lié aussi à un concept dont tu as déjà beaucoup parlé d'ailleurs, et c'est donc ce concept japonais de l'ikigai. Et en fait, en gros, pour les gens en fait qui sont en train d'écouter, qui connaissent peut-être pas l'ikigai. Bon, Alex, tu me corriges si je le dis mal, mais c'est le concept en fait de chacun a quelque chose qu'il aime bien faire, des talents bien sûr aussi.
mais aussi quelque chose dont la société a besoin et aussi quelque chose pour laquelle il ou elle peut être payé. En fait, l'intersection de ces différents éléments là, en fait, ça s'appelle l'ikigai. C'est un peu le sweet spot, on peut dire, de chacun, en fait, de chacun d'entre nous. Et parce que c'est un peu de ça qu'on parle là, Alex. Et je pense que si on arrive, pas forcément à le trouver, et surtout pas à le trouver demain, mais si on arrive juste à nous orienter ou à bouger un tout petit peu plus chacun ou chacune en fait vers cet ikigai, ce qui se passe en même temps, à mon avis en tout cas, c'est que si moi je suis un tout petit peu plus heureuse en fait, et en ce que j'ai fait dans mon travail en fait, ça va déjà automatiquement avoir un effet positif sur les gens autour de moi. Commençons par le couple ou par la famille, parce que si je rentre après une journée de travail et je suis plus heureuse, bien sûr, je vais être plus agréable avec ma famille. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut pas que ça devienne quelque chose de très individualiste et oui, qui va complètement oublier en fait les autres. Au contraire, mais je pense que déjà, d'une manière automatique, ça va avoir un effet domino positif en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, 300% d'accord. Moi, je pense souvent à l'exemple des caissiers dans les supermarchés. Je me dis, en fait, si quand tu remets tes articles à la caisse, selon que toi, tu dises bonjour à la personne qui se trouve derrière ou que tu balances tes articles et que la personne en retour te fasse un sourire ou te dise maniez-vous, c'est pas la même journée, c'est Non, pas les mêmes c'est vibrations. sûr. Et en fait, C'est sûr. rien que quelqu'un derrière une caisse et toi qui fais tes courses, tu te rends compte que tu as un pouvoir. Alors évidemment que quand tu ramènes, comme tu le dis, ça à la maison, ça a un impact. Et en fait, tout est comme ça. Et quand tu reviens le lundi matin, c'est pour ça que j'ai détesté à l'époque le Thanks God It's Friday, parce que ça voulait vraiment dire, oh Dieu merci, enfin on me relibère. Et tu vois les gens le vendredi matin, comment ça va? Comme un lundi. C'est pas que j'en voulais pas aux gens. Moi c'était mon entreprise, c'était pas la leur. Je peux comprendre tout ça. Je suis quand même pas complètement demeuré, mais ça m'énervait parce que je me dis, mais en fait ça va pas le faire. Si tu viens comme ça le lundi, qu'est-ce qui peut t'arriver de bon? Voilà. Qu'est-ce que tu vas transmettre de bon à l'autre? Est-ce que tu crois qu'ensemble, on va se retrouver en disant, bon, de toute façon, on est là, on doit gagner notre vie, il faut bien qu'on mange. Vous savez quoi? On va essayer de faire que ça se passe le mieux possible et on va essayer de faire même, tu sais quoi? On va essayer de faire un truc cool. C'est à la portée des gens, franchement. Mais quand tu viens en disant, oh merde, qu'est-ce que tu veux Mais qu'il se oui. passe de bon? Et évidemment que ça devient pénible. Alors, et donc évidemment qu'on a hâte d'être vendredi. C'est pour ça le petit pouvoir du quotidien. Le petit pouvoir du quotidien. La question, c'est, toi et moi, on vit dans la même société. Hein. Quand on allume la télé, on voit les mêmes trucs. La réforme des retraites en France, l'Ukraine, le réchauffement climatique. Ouais, c'est pas facile. Mais en fait, mes parents, en fait, si je pense à ça, il y avait la crise pétrolière. Moi, quand je suis né, la crise pétrolière, ils sortaient d'Algérie, le Vietnam de l'autre côté. Sur un autre continent. Enfin, et puis un de mon grand-père, mes grands-parents, j'en parle même pas, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a vraiment une génération épargnée? J'en suis pas sûr. Donc, faut pas si dire si c'est mieux, c'est moins bien. Je sais juste te dire, ok, on se tire tous une balle maintenant ou on sourit à la caissière. Mais Et voilà. c'est vraiment, vraiment ça. Mais là, encore une fois, je trouve ça beau parce qu'on en revient, je trouve, Alexandre, à ce qu'on disait tout à l'heure sur, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Et c'est comme ça, en fait, pour qu'est-ce qu'on peut faire nous quand on regarde ce qu'on fait aujourd'hui en termes de travail, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire nous, juste, oui, en termes de, comportement, dans la société, en fait. Et dire bonjour à quelqu'un, ça coûte rien, mais ça peut vraiment changer, en fait, la journée de la personne. Hier, j'étais à l'aéroport et à l'aéroport, il y a quand même, je pense, pas mal de genres de boulot qui sont pas faciles, en fait, parce que les gens souvent sont pressés, ils ont pas de patience, et du coup, ils peuvent parfois même mal parler, en fait, aux gens qui sont, par exemple, là, dans la zone sécurité. Et j'ai juste dit, en fait, bonjour à une dame, je lui ai posé une question, elle m'a très bien aidée, et à la fin, je lui ai dit, passez une belle journée, madame, et elle m'a regardé comme si et je me suis dit, wow, c'est quand même, ça m'avait un peu choqué, tu vois, parce que je dis waouh, il y a des milliers de gens qui passent ici et en fait tu dis bonne journée à une dame et elle te regarde,
Ah oui, vous aussi. Donc vraiment, ce que je veux dire avec ça, c'est que je pense qu'on sous-estime souvent, en fait, l'impact que nous, on peut faire déjà à notre toute petite échelle, en fait, juste dans la manière dont on parle aux gens, même des gens qu'on ne connaît pas, peut-être même surtout des gens qu'on ne connaît pas, en fait. En fait, on en est là. On en est Mm. maintenant, effectivement, c'est pas pour faire café du commerce, hein, on en est à être surpris quand quelqu'un te sourit gratuitement. Restons dans l'exemple de l'aéroport, on l'a tous, celles et ceux qui ont pris l'avion, en tout cas, l'ont probablement vécu, d'avoir ce pilote démarre en faisant des blagues. Bon, il commence et tu sens tout vraiment. En plus, il y a toujours un petit stress dans un avion. Tout le monde, tout petit ou Ouais. énorme, à prendre des médicaments, mais toujours. Donc, t'as le pilote qui commence à faire des blagues et tout, et tu sens presque physiquement une sorte de relâchement dans l'avion. Ah, c'est sympa. Et à l'inverse, si ça démarre par on a un problème avec le bagage, machin, on va avoir 45 minutes de retard, bam, ça crise tout le monde. Donc, en fait, on sent bien à quel point on est tous liés. Et je crois qu'on l'a oublié. C'est pour ça que je reviens Ouais. juste sur cette histoire d'individualisme versus bien commun. Il faut pas l'opposer, c'est que on a oublié qu'on était liés. Et c'est le petit écueil que je vois aujourd'hui au télétravail. C'est que autant ça permet vraiment chacun de retrouver une forme de liberté et d'équilibre vie pro vie perso et de immédiatement relâcher un millier de contraintes liées à l'asservissement au travail. De l'autre, il ne faudrait pas qu'on en oublie la beauté du lien et que le travail, au-delà de l'aspect de la rémunération, c'était historiquement la meilleure manière qu'on ait trouvé d'être en lien les uns avec les autres. Et ça, il faut pas l'oublier parce que si on oublie ça, moi qui quand même ai écrit 2, 3 trucs sur l'intelligence artificielle, il y a un risque non négligeable qu'un jour on se retrouve avec une société plus robotisée que ce qu'elle devrait être parce que bah, de toute façon, vu qu'on se voit plus, que ce soit un robot qui fasse cette tâche ou un humain, de toute façon, on n'est plus en contact. Donc, il faut quand même pas perdre ça de vue. L'obligation du lien, c'est plus compliqué de composer avec les gens, mais à la fin de la journée, moi, je suis persuadé que les plus grandes sources de bonheur, là, cette fois-ci, je parle pas d'épanouissement, viennent des relations qu'on a avec les gens. Et donc, c'est ce qui nous affecte le plus positivement ou négativement, mais c'est notre plus grand trésor. C'est vraiment les relations avec les gens. Et je pense que là aussi, la crise que l'on vit actuellement, un peu sociétale, c'est la crise du lien, quoi. On a oublié ça et on a oublié de dire bonjour aux gens. Et je pense que vraiment, encore une fois, c'est marrant parce que j'ai aucune idée de ce dont on parlerait. On parle vraiment de ça, mais moi, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup ce cinéma-là. Le cinéma qui parle des choses du quotidien, du lien avec les gens et Mm. qui montre la vertu de ce lien-là. Donc moi, j'aime beaucoup le cinéma de Cédric Clapiche, par exemple, en France. J'aime beaucoup le Mm. cinéma de Pierre Salvadori. Comme j'aimais bien le cinéma de Jacques Tati, parce que c'est vraiment le cinéma du lien, qui montre à quel point deux personnes à un moment donné peuvent faire naître une sorte de magie. Ouais, et puis deux personnes, hein, ça c'est plutôt un autre cinéma, les gens se déchirent, sont malheureux et autres. Moi, ça m'intéresse moins. C'est vrai, je préfère le cinéma de Clapiche, le cinéma du quotidien, bienveillant, positif, feel good, où quand t'arrêtes, tu dis, je me sens un peu mieux. Bah, c'est vrai que est-ce qu'on peut essayer de tourner un Clapiche dans la rue plutôt qu'un un film dépressif? Ça me paraît pas mal. Ouais. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et j'aimais bien ce que tu disais sur la beauté des liens en fait. Et mine de rien, mais bon, ça c'est un autre sujet complètement mine de rien avec tout ce qui s'est passé les dernières années. Il y a quand même aussi, il y a eu une sorte de déshumanisation aussi quand même. Hein. Déjà littéralement parce qu'il fallait garder ses distances, il fallait se masquer, déjà ça. Et donc du coup, mais aussi avec ce qui se passe déjà dans les supermarchés depuis quelques temps, bien sûr, hein, avec les caisses automatiques, on est en train de vraiment enlever le côté humain quand même de pas mal de choses. Donc encore une fois, et moi aussi là, je répète un peu, mais je pense que c'est important de se rappeler en fait quand même du pouvoir qu'on a à notre échelle individuelle, justement, de créer les liens. Encore hier à l'aéroport, du coup, tu vois que ça m'a donné, ça fait une impression, en fait. On était en train d'attendre et à l'aéroport, il y avait un piano. Et à un moment donné, en fait, il y avait un garçon, je pense qu'il avait une dizaine d'années, 11, 12 ans. Il commençait à jouer.
Et le nombre, tout le monde, en fait, les gens qui même enlevaient les écouteurs, en fait, et qui regardaient ce garçon qui jouait d'ailleurs super bien. Et à la fin, en fait, tout le monde a applaudi et dit bravo, bravo. Et ça, c'était tellement un moment assez fort quand même, parce que là, tu sentais le lien un peu entre les gens, tu vois. Genre là, juste le côté humain, en fait, c'était magnifique. Et donc si on pouvait peut-être aussi, comme tu disais toi pour le film, si on pouvait peut-être mettre des pianos dans la rue, ça sera pas mal aussi, tu vois, un peu pour créer ces moments magiques. Mais évaluer, tout le monde ne fait pas du piano. La question c'est de se dire, bah moi si je fais pas de piano, qu'est-ce que je peux faire pour les gens autour? Et finalement, je te rends compte déjà que pas arriver en tirant la gueule, pas arriver en présupposant que t'es dans une assemblée de crétins, pas arriver en te disant qu'il peut arriver que le pire. C'est peut-être ça notre manière de jouer du piano, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mais bien sûr, là, je dis piano, mais ouais. Ouais, Ça mais pour vraiment dire, ça. c'est une métaphore, mais il s'agit bien de ça. On parle bien de ça. Ouais. Tout à fait. Bon, Alex, merci beaucoup pour cette très belle conversation. Merci à toi. Et aussi, merci beaucoup, bien sûr, à tous ceux qui ont écouté le premier épisode. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez cet épisode aussi avec vos amis, vos collègues, votre famille et laissez un petit mot si vous avez vraiment adoré le podcast. Merci beaucoup.